tous et bienvenue dans VIP. Il sera question de rugby dans cette émission à quelques jours du commencement de la Coupe du Monde de rugby. What else? Le rugby en France, c'est 1630 clubs, 450 000 licenciés. C'est un des sports collectifs les plus pratiqués. Jean-Pierre Rive dit que le rugby est le seul sport où les hommes se rencontrent alors qu'ailleurs, ils se croisent. Une bien jolie phrase pour démarrer cette émission consacrée à Thomas Lombard. Thomas Lombard, bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'elle est jolie cette phrase de Jean-Pierre Rive? Il a eu beaucoup de jolies phrases, Jean-Pierre Rive. Oui. Vous le citez plusieurs fois dans votre livre, oui. Transformation, une vie de rugby à la Martinière. Une source d'inspiration sur le terrain et aussi en dehors, avec une philosophie de vie assez originale, mais vraiment un personnage qui a compté dans la manière avec laquelle j'ai appréhendé ce sport, et puis qui compte tout simplement dans le paysage et l'histoire du rugby français. Alors j'espère qu'en dehors du rugby, vous vous intéressez à la musique. Dites-moi oui, ça m'arrangerait. Oui, je vais vous dire oui. Très bien. Nous allons recevoir en deuxième partie d'émission Tristan de Groulard, qui est le directeur artistique de Comédie Musicante, qui sont des camps pour jeunes qui créent en très peu de temps des comédies musicales assez professionnelles. On parlera de Don Bosco en deuxième partie d'émission. Vous allez voir qu'il y a sans doute pas mal de valeurs communes entre vos deux univers, parce que les valeurs du rugby, on va en parler. Déjà, pourquoi sortir un livre? Alors évidemment, avant la Coupe du Monde de rugby, je comprends bien le timing, mais pourquoi vous, Thomas Lombard, sortir un livre? Alors on vous connaît, vous avez été au Racing Club de France, champion de France junior, Stade français recruté par Max Guazzini, qui était là il y a quelques semaines. Connaît bien ici. Vous avez travaillé avec Bernard Laporte. Après, vous êtes entré au Stade de France. Vous avez été plusieurs fois champion de France avec le Stade de France. Plusieurs sélections en équipe de France avec le Stade français, pardon. Plusieurs sélections en équipe de France. Une belle carrière d'international qui s'arrête brutalement pour un problème cardiaque à 33 ans. Vous devenez consultant pour Canal+. Et RMC, voilà. Il me manquait la radio. Une vie réussie finalement. Pour le moment, tout n'a pas été toujours aussi simple qu'on peut le résumer dans cette présentation, mais c'est vrai que le rugby a été un véritable tremplin pour moi, une façon d'appréhender la vie avec les autres. Et en fonction des autres, moi je suis fils unique, donc j'ai toujours été protégé, choyé dans un environnement familial privilégié, puisque j'ai grandi dans la banlieue ouest avec des parents qui étaient assez aisés. Psychothérapeute? Mes deux parents étaient psychothérapeutes, voilà. Et c'est vrai que le rugby m'a fait comprendre l'importance des autres, du partage. De la famille, il faut lâcher le mot, je crois. Exactement, exactement. C'est vrai que le rugby, c'est une petite famille. Et voilà, du coup, je pense que j'ai mûri là-dedans et j'ai sans doute beaucoup mieux évolué dans mon rapport aux autres que je ne l'aurais fait si j'étais resté dans le tennis, par exemple, puisqu'au départ je jouais au tennis, qui était un sport plutôt individuel. Ou si vous aviez été agrégé de philosophie, parce que la préface est de Max Guazzini, mais la postface est de votre papa, qui a dit « j'aurais peut-être bien voulu qu'il soit agrégé de philosophie », alors qu'il est fier. Et évidemment qu'il est fier que son fils soit rugbyman. Absolument. Il aurait peut-être bien voulu que je sois agrégé de philosophie, comme il le dit si bien, mais ça a quand même été le premier à me pousser à aller à faire ce premier entraînement de rugby. Il était d'ailleurs au bord du terrain, sur la main courante, pour surveiller les premiers pas de son fiston dans l'activité. Donc voilà, il est un peu coquin, mais c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a une vie très riche. Je pense qu'on en parlera aussi, parce qu'il a eu un rapport à la religion qui a été particulier. Il a été prêtre pendant plusieurs années. Et voilà, autour d'une vie riche, quand on a un personnage comme ça qui compte beaucoup dans sa vie, puisque c'est la relation d'un père avec son fils, on a aussi envie d'être quelqu'un à un moment et d'accomplir des choses. Oui, on est le fils de quelqu'un. Racontez-nous un peu son parcours rapidement, puisqu'on y est. C'est quelqu'un qui est né en 1928, qui a habité toujours la région parisienne, un quartier Paris même, intramuros, dans le 19e arrondissement, ce qu'on appelait la campagne à Paris, qui était d'une famille assez modeste. Et puis qui a connu la guerre assez vite, donc qui a connu l'exode. Ils ont dû quitter Paris. Son père a été mobilisé, puis il a malheureusement été fait prisonnier par les Allemands. Bref, la guerre s'est terminée. Heureusement, son père est revenu. Il est resté avec son frère un long moment du côté de Pithiviers. Il avait fui Paris occupé. Et puis il a connu la libération, cette période finalement qui a été absolument extraordinaire, où les gens retrouvaient le goût de la vie, la liberté. Et à ce moment-là, donc, il a eu une vie assez mouvementée, on va dire, où il a beaucoup profité. Et puis, il est arrivé un moment où il s'est dit, bon, maintenant, ça suffit, il faut que je retrouve un peu d'organisation dans ma vie, que je donne un sens à ce que je fais. Et il a décidé, alors il avait eu une éducation religieuse, ses parents étaient pratiquants, etc. Et il est rentré dans les ordres, il a quitté donc cette vie un petit peu originale pour rentrer un peu à la Saint-François d'Assise, quoi.
Exactement. Et il est rentré dans les ordres, il est resté pendant 3 ans à l'abbaye de Cîteaux, ou alors il passait d'un extrême à l'autre, puisqu'à l'époque, on ne communiquait pas. Mais à regardez, Cîteaux, on parlait avec les Foucault a fait la même signes. chose. Hein. Oui, enfin, c'était quand même... Il est rentré à la trappe aussi après une vie... un extrême. Ouais. Et une fois qu'il a eu cette période finalement qui lui a permis de se construire finalement et de se structurer, il a suivi une formation, il est parti à Rome, etc., pour évoluer un peu dans cet environnement religieux. Et puis il est parti ensuite, il est revenu de Rome, il est parti du côté de Lille, où il s'est occupé d'un couvent. Et brutalement, parce que à l'époque, les gens qui s'occupaient des ordres étaient assez, on va dire, arrêtés sur leur position. Il y a eu des dysfonctionnements, enfin des choses qui ne leur ont pas plu, parce que mon père avait décidé de faire rentrer des jeunes étudiants qui avaient besoin d'un support et d'un soutien à l'intérieur de ce couvent. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et il y a eu une rupture qui s'est opérée. Il est rentré à Paris, il a débuté des études de psychanalyse, de psychologie, pardon. Il a rencontré ma mère et quelques années après, je suis arrivé. Alors, avec un prénom qui n'est pas choisi au hasard, parce qu'il fait directement référence à saint Thomas d'Aquin. Absolument. Qui est juste un des plus grands saints que oui, que et qui était d'ailleurs le saint que mon père avait choisi à l'époque où il était... à Cîteaux. À Cîteaux. Comme nom de frère. Exactement. D'accord, il a dû croiser un grand-oncle à moi qui est là-bas, encore, qui doit se connaître peut-être. Si les frères de Cîteaux regardent VIP, on ne sait jamais. Je salue frère Emmanuel au passage. Voilà. Donc vous êtes le fils de cet homme-là, on sent une admiration réciproque, parce que dans la postface qu'il écrit sur vous, waouh, la fierté du père. Ouais, mais c'est ça. Il a écrit Imaginez mon fils qui était tout gringalet, il ne faut jamais désespérer de ses enfants. Regardez mon Thomas, à quoi il ressemble maintenant, international de rugby, qui pesait le quintal, qui a fait des sélections magnifiques, des matchs magnifiques. Il a écrit lui aussi un livre sur le rugby il y a quelques années, alors qui était plus un essai philosophique, qui s'appelle « Dieu aime-t-il le rugby ?» Et alors, Dieu aime le rugby ? C'est une question qui reste sans réponse finalement, mais bon, je pense que le titre est un peu provocateur parce que c'est quelqu'un qui aime bien provoquer. Et du coup, c'est vrai que ça a rajouté encore un point sur lequel j'ai pu avoir une admiration pour mon père, parce que quand même, pour moi, quelqu'un qui écrit un bouquin, c'est forcément un truc un peu à part. Et puis voilà, un jour, il m'a dit, ça serait peut-être bien que tu réfléchisses à écrire un livre. Alors moi, il a toujours des idées, il essaye toujours quand même de me faire passer des messages, parce que ce sont des gens qui sont très ouverts d'esprit, mais qui aiment bien quand même qu'on suive leurs orientations. Et il m'a dit, voilà, je pense qu'il faut que tu écrives un bouquin, parce que j'ai 3 enfants aujourd'hui, mais à l'époque, je n'avais qu'une fille, où il m'en a parlé, qui s'appelle Laurie. Et il m'a dit, ça serait bien que tu écrives un bouquin parce que ça n'existe pas, pour expliquer aux enfants ce qu'est le rugby de manière assez simple, pour qu'ils puissent comprendre les règles de ce si beau sport, etc. Et tu l'appellerais Laurie, le rugby expliqué à Laurie. Et puis finalement, j'ai dit oui, papa, t'inquiète pas, je ferai ça un jour. Et puis ma carrière m'a pris beaucoup de temps à l'époque où je jouais encore. Et puis quand ça s'est arrêté, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai peut-être des choses à raconter. Ça peut-être intéresser des gens, alors que d'habitude, je suis assez pudique par rapport à ça. Je me positionne toujours en me disant, mais il y a des joueurs qui ont des carrières beaucoup plus remplies que les miennes et qui ont sans doute des choses à raconter, plus intéressantes. Mais c'est pas qu'une biographie. Il y a autre chose. C'est ça qui m'a intéressé. C'est une leçon de vie. C'est pour ça que moi, qui ne m'intéresse pas spécifiquement au sport et ni spécifiquement au rugby, j'ai été complètement happée par votre livre. Figurez-vous, plus peut-être par la première partie qui raconte votre vie à vous, Thomas, que par la deuxième, qui est une réflexion assez approfondie sur ce que c'est que le rugby aujourd'hui, depuis qu'il s'est professionnalisé, mais qui est quand même très intéressante. J'avoue être plus intéressée par l'humain, mais c'est sûr que quand on reçoit Marc Lièvre vraiment plusieurs fois, quand on reçoit Max Guazzini qui préface votre livre, qui est venu plusieurs fois ici, notamment présenter ses CD de chants religieux. Il y a Moed Altra, le président du club de Montpellier, qui est venu ici. Donc à force, on est obligé de s'intéresser au rugby. J'ai fini par apprendre qu'on disait un essai, pas un but. Vous voyez, on avance. Je suis sûre que je vous impressionne là. Vous dites quelque chose de très drôle dans votre livre. Vous dites, les rugbyman, on passe pour des mecs bien. Dans le paysage sportif français, à côté des footballeurs qui passent pour des... Voilà, on passe pour des mecs bien. C'est toutes les valeurs du rugby qu'on a derrière ça. Il y a un cliché, mais alors c'est vrai que pour beaucoup de gens, le rugby, c'est un sport brutal. On peut se faire mal, c'est dangereux. Quel est l'intérêt d'aller sur un terrain, de se rentrer dedans ? Mais à la fin du match, il se passe toujours un truc. Il y a même des bagarres parfois qui éclatent. Mais à la fin du match, on va se serrer la louche avec les adversaires et puis on va boire un coup tous ensemble. Au foot, ils ne vont pas boire un coup ?
Bah, je ne sais pas s'il va... En tout cas, ils en boivent moins que nous, des coups. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Mais ça, c'est la première image, qui est un peu l'image d'Épinal du rugby. La troisième mi-temps. Et puis après, la troisième mi-temps, absolument. Ce côté voilà, festif, de partage, d'être bien ensemble, de se marrer. Alors des fois, on fait des trucs un peu extravagants. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. On nous le pardonne bien volontiers parce que c'est le rugby et que ça fait partie de l'imaginaire et de la représentation qu'ont les gens du rugby. Et après, je crois que le rugby, aujourd'hui, médiatiquement, est un sport qui compte beaucoup. C'est le deuxième sport en termes de popularité derrière le foot. Et on a un rapport à l'argent qui est beaucoup plus sain parce qu'on gagne moins que les joueurs de foot, tout simplement, parce qu'il n'y a pas encore de scandale. Je ne dis pas encore, on est à l'abri de rien. Il n'y a pas encore de scandale financier, de commission avec des agents. Enfin, et que les transferts ne sont sans doute pas... Il n'y a pas de transfert en rugby aujourd'hui. Enfin, voilà. Et puis, on va dire que les salaires des joueurs de rugby restent quand même mesurés. Et donc tout ça, voilà, je pense, donne encore une image du rugbyman assez bonne, et que finalement, ben voilà, le rugbyman, il est parfois un peu bourrin, en tout cas c'est le schéma classique, mais finalement c'est une bonne patte, c'est un mec sympa, et on passe toujours des bons moments avec lui, parce qu'un rugbyman, ça aime bien boire un coup et ça aime bien rigoler. Mais ça aime bien citer Goethe en intro, « Seul le combat rend l'homme éternel ». Ça, ce mot de combat, qu'est-ce qui revient dans votre livre, Thomas Lombard? C'est le seul sport collectif de combat, le rugby. Il y a des sports de contact, hein. Le basket peut être un sport de contact. Le handball est sans doute le sport collectif qui se rapproche le plus du rugby, mais dans sa dimension de combat, d'organisation collective, une mêlée. C'est vraiment... et de corps qui se choquent entre eux. De corps qui se choquent, c'est vraiment un effort collectif, une organisation pour pouvoir synchroniser les poussées, des liaisons. L'introduction du ballon, enfin il y a plein de symboles comme ça qui sont très forts. On se bat pour un ballon et puis une fois qu'on a obtenu ce ballon, ben, on le donne à d'autres joueurs qui vont l'utiliser. Donc vraiment il y a une interdépendance entre les hommes qui est très forte et cette notion de combat qui revient de manière quasi systématique. De combat, alors ça c'est la première valeur qu'on pourrait citer, et la notion qui vraiment vous tient à cœur et que vous faites beaucoup ressortir, ensemble. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, mais ensemble. On perd, très bien, mais ensemble. Bien sûr. On gagne c'est mieux. Ensemble. Ouais. Et trop souvent dans la vie, on entend ce genre de réflexion et de constat. J'ai gagné, on a perdu. Ça arrive très souvent. Ben, au rugby, on essaye justement de lutter contre ça, de mettre toujours en avant l'équipe plutôt que l'individu. Et du coup, voilà, on a un rapport d'égalité qui se crée entre tous les individus, en sachant qu'on a aussi un multiculturalisme qui est très fort dans une équipe de rugby. On ne regarde pas d'où vous venez, la profession de vos parents, la religion, la couleur de peau, peu importe. On a besoin de tout le monde au rugby, des grands, des petits, des rapides, des forts. Et c'est ça qui fait finalement cette richesse. Il y a cette phrase... Que je cite dans les livres, qui dit, voilà, au rugby, il y a ceux qui déménagent les pianos et ceux qui en jouent, qui résume bien un peu tout ce dont on a besoin. Mais voilà, au-delà de ça, c'est le plus passionnant là-dedans, c'est l'humain, c'est le rapport entre les hommes, c'est faire que, pour le bien de l'équipe, pour la passion d'un sport, on arrive à fonctionner tous ensemble, ce qui est très dur. Moi, j'ai fait une carrière où j'ai été amené à fréquenter de nombreux joueurs dans les différentes équipes où je suis passé. Je n'ai pas été ami avec tous. Mais à un moment donné, il a fallu que je fasse les efforts nécessaires pour qu'au moins, dans l'intérêt de l'équipe, dans l'intérêt du groupe, ben, il y a un minimum de choses qui se passent entre nous. Vous racontez vos premières minutes avec Vincent Moscato, vous vous retrouvez tous les deux dans la même chambre, vous n'étiez franchement pas fait pour vous entendre. Les premières heures sont assez drôles, et au final, voilà, parce que l'amitié doit prendre le dessus... Ouais, tout nous différenciait, effectivement, l'éducation, les origines, l'âge aussi, puisqu'il était plus âgé que moi, Vincent, on a une dizaine d'années d'écart. Et c'est vrai, quand son nom a été cité pour être en chambre avec moi, il faisait une gueule de 3 pieds de long, quoi. Et puis finalement, voilà, on a... C'était un bisu qui arrivait avec lui. Ouais, mais à la limite, c'est pas mal des fois d'avoir des bisus. Je pouvais lui porter le sac, j'aurais pu éventuellement lui faire le lit, mais ça, c'est pas du tout ce qui s'est passé. On arrive tout de suite à discuter, à créer du lien. Et de la transmission aussi, ça c'est très intéressant à lire comment les anciens vont transmettre aux plus jeunes, les adouber, les épauler. Et il y a une sorte de tuilage comme ça entre les générations qui est naturel et qui est beau à lire. En tout cas, à voir, je ne l'ai pas vu, mais à lire, c'est beau à lire. Bah, pour une raison qui est évidente, en tout cas à mes yeux, c'est que finalement, et on en revient à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est l'intérêt de l'équipe. Quand les jeunes arrivent,
déjà, c'est parce qu'ils ont du talent, c'est parce qu'ils ont des qualités. Ces qualités, elles peuvent être utiles à l'équipe. Et puis, les anciens, il faut que le renouvellement puisse s'opérer. Et je dirais que la démarche qui est évidente quand on l'aborde comme ça, c'est de dire, bien sûr, on va mettre les jeunes dans les meilleures conditions pour que, dans le laps de temps le plus court possible, ils apportent leur qualité à l'équipe et que du coup, voilà, la marche en avant du club puisse se faire et qu'on atteigne nos objectifs. Alors vous citez quelques noms comme ça, quand vous étiez jeune, la fierté de s'entraîner avec un Xavier Blond, un Éric Blanc, un Philippe Guillard ou un Laurent Cabane. Vous parlez aussi beaucoup de Bernard Laporte qui a été un entraîneur emblématique pour toute votre génération, même regretté, même difficile à oublier. Oui, absolument. C'est quelqu'un qui par son charisme, par son engagement permanent, son exigence aussi, marque, parce qu'il peut heurter parfois, il peut blesser, mais quand on arrive à aller un peu au-delà de ça, finalement on devient meilleur, parce qu'on a envie de lui répondre, on a envie de lui prouver qu'on ne mérite pas forcément la critique. Et puis c'est quelqu'un qui est entraînant. Je vais le citer, lui, il dit, pour moi un entraîneur, un bon entraîneur, c'est un entraîneur entraînant. Il a raison. Et donc c'est quelqu'un qui donne envie d'aller avec lui, qui donne envie de croire en ses convictions. Et on a besoin d'un leader dans une équipe. On a les capitaines et un entraîneur, c'est aussi un leader emblématique. Et d'avoir quelqu'un comme ça qui ouvre la voie, c'est toujours formidable. On a cité le nom de Moed Altrad il y a quelques minutes, qui est donc président du club de Montpellier, qui est par ailleurs entrepreneur et écrivain. Et il a sorti il y a quelque temps, à la demande de la Pro D2, une charte de valeurs, inspirée des valeurs de sa propre entreprise, que j'ai lue en prévision de notre émission. Et j'ai vraiment été très surprise d'y trouver une valeur que je ne m'attendais pas à trouver, qui était l'humilité. Ça vous parle ? Oui, ça me parle beaucoup. Parce que le courage, je m'y attendais, le combat, je m'y attendais, l'engagement, je m'y attendais, l'humilité. Rester humble parce que je pourrais faire le parallèle avec le combat du boxeur, finalement, qui rentre sur un ring, qui remporte par KO son combat au bout de quelques minutes, sur la première ou la seconde reprise, mais il y aura toujours un autre combat à livrer derrière. Et le KO, on peut le prendre aussi. Et c'est exactement la même chose au rugby. Le rugby, c'est un rapport de force. Donc à un moment, parce que l'équipe est dans une phase ascendante, parce que ce jour-là, on s'est peut-être mieux préparé ou qu'on a un homme qui est plus en forme qu'en face, on va arriver à prendre le meilleur sur un adversaire, mais il y aura toujours un match retour. Et l'humilité, c'est ça, c'est savoir rester à sa place, c'est se dire, OK, aujourd'hui, on a été les meilleurs, mais peut-être que demain, on ne le sera pas. Donc il faut... Le préambule habituel, continuer à travailler. C'est une phrase qu'on entend beaucoup dans le sport aujourd'hui. Mais c'est vrai, il faut rester humble, rester à sa place et surtout garder en tête que c'est toujours le fruit d'un travail collectif, c'est un aboutissement collectif. Vous, votre KO, c'était à l'âge de 33 ans, votre KO personnel. On vous annonce une malformation cardiaque qui n'avait pas été détectée avant. Non. Le coup près est tombé du jour au lendemain, vous ne jouez plus, donc vous avez joué votre dernier match sans savoir que c'était le dernier. Heureusement qu'on vous a récupéré en disant « Tiens, lui, consultant, il sera génial ». Vous avez rebondi très rapidement dans le milieu du rugby, mais un petit peu à côté. Ça vous a permis de ne pas sombrer, parce que je pense que ça aurait peut-être été un peu dur. Hein. Très dur. Très dur. Il y a beaucoup d'anciens joueurs, et pas simplement de rugby, ont écrit des ouvrages là-dessus, sur ce qu'on appelle la petite mort du sportif, quand tout s'arrête, la perte d'image, qui est déjà le premier truc, le changement de vie, la rupture avec un quotidien qui était fait d'entraînement, de vie de groupe, et un retour parfois dans la cellule familiale avec finalement ce qu'on prend en pleine figure, qui est le quotidien d'une épouse qui s'occupe des enfants tous les jours alors que nous on est à l'entraînement, qui les a le week-end alors que nous on est partis pour faire des déplacements. Le rapport à l'autre qui devient beaucoup plus présent puisqu'on passe le plus clair de son temps à la maison. Et le fait de ne plus exister médiatiquement, de ne plus être reconnu dans la rue, tout ça, ça fait beaucoup de choses qu'il faut digérer d'un seul coup. Et donc c'est très abrupt comme rupture. Et il faut pas mal de temps pour pouvoir digérer ça. Et c'est vrai que le fait, en ce qui me concerne, de pouvoir rester à proximité de cet univers via les activités de consultant sur Canal ou sur AMC, ça a été sans doute une bonne thérapie. Alors justement, je m'adresse aux consultants. Là, on a une Coupe du Monde de rugby qui va démarrer. Ça ne vous a pas échappé, hein, puisque vous allez y aller. Vous allez faire le déplacement où ça à Londres, c'est ça? Oui, c'est en Angleterre, au Royaume-Uni. Et un petit pronostic là, pour l'équipe de France qui s'en était pas si mal tiré que ça?
qui est toujours imprévisible sur les Coupes du Monde. Donc on va dire que j'espère qu'elle restera sur ce qu'elle nous a montré jusqu'à présent. Vous dites vous-même dans votre livre, être imprévisible, c'est un véritable compliment quand on parle du rugby français. Oui, c'est vrai. C'est un véritable compliment et j'espère qu'on restera imprévisible. Alors que les Anglais sont hyper minutieux mais hyper prévisibles en termes de tactique. C'est l'exemple même d'une nation pragmatique, organisée, qui a besoin d'avoir un plan de jeu préétabli à l'avance. Il sait de quoi il parle parce qu'il a joué en Angleterre à Worcester. Oui, ça a été un passage aussi important dans ma carrière. Mais c'est tout le contraire, alors que nous, on a cette espèce de liberté, de capacité parfois, souvent, à contourner les règles, plutôt qu'à les respecter, qui fait notre force et qui fait aussi notre faiblesse. Capacité d'improvisation qui les épate. Hein. Alors qui les épate complètement. Ouais. Et donc, du coup, il voue quand même au rugby français une certaine admiration par rapport à ça. On va gagner. La Coupe du Monde ? Oui. On peut gagner. On va gagner. Précisons. On peut gagner. On va aller jusqu'où minimum ? Je pense qu'on ira en demi-finale. Après, tout dépend de l'adversaire. D'accord, c'est-à-dire voilà. Mais on pourrait croiser la route de l'Angleterre en demi-finale. Et ça va nous arrêter ? C'est le pays organisateur. Oui, c'est toujours pareil. Chez lui, à Twickenham, qui est une forteresse du rugby mondial. Je ne sais pas ce qui peut nous arriver. Maintenant, on a déstabilisé beaucoup d'équipes, alors qu'on ne nous attendait pas à ce jour-là, donc pourquoi pas. Et à part l'Angleterre, qui vous fait peur pour la Nouvelle-Zélande, oui, on va dire que c'est habituel, ils font toujours peur à tout le monde. J'espère qu'on ne les croisera pas trop tôt, même si beaucoup de gens disent mais à chaque fois qu'on joue les Néo-Zélandais en Coupe du Monde, on les bat. Ouais. Vous les avez joués, vous, en tant que joueur ? Je les ai joués en tant que joueur. Et sur le terrain, parce que moi, déjà, rien qu'à l'écran, ils m'impressionnent là, quand ils font leur AK. Ouais. Mais alors, sur le terrain, ça doit être... sans faire peur, en fait, on a envie de partir chez sa maman, non ? Si on a envie de partir, il vaut mieux pas rentrer sur le terrain. Il vaut mieux partir avant. C'est plus... ça passe mieux. Non, je crois que à un moment, on a envie de se confronter avec les meilleurs. C'est le challenge. Le sport de haut niveau, c'est ça. On ne fait pas du sport de haut niveau pour gagner tous les week-ends par 30 points. Ce qu'on veut, c'est jouer contre les meilleurs et surtout rivaliser avec eux et pourquoi pas les battre. Donc l'idée de jouer les Néo-Zélandais, toute la motivation, elle est là. Après, ce n'est pas que des colosses, les Néo-Zélandais. C'est effectivement un héritage venu des Maoris, entre autres, et de tous ces joueurs qui sont ces Iliens, les Tongiens, les Fidjiens, les Samoans, qui font venir en Nouvelle-Zélande pour les études et qui, du coup, intègrent ensuite l'équipe de Nouvelle-Zélande en étant naturalisés. Eux ont des gabarits absolument extraordinaires. Ce sont des joueurs de rugby... on dirait que le rugby a été fait pour eux, quoi. Ils ont tout. Ils ont la puissance, la vitesse, l'explosivité. La seule chose qui leur manque, c'est peut-être le pragmatisme à l'anglais. Mais ils ne peuvent pas tout avoir. Heureusement, sinon il n'y aurait plus d'Européens qui joueraient au rugby. Mais voilà, l'équipe de Nouvelle-Zélande, c'est ça. C'est cette espèce de melting pot entre ces joueurs et des Néo-Zélandais qui, eux, ont des gabarits tout à fait normaux et contre lesquels on peut rivaliser plus facilement. Mais c'est vrai qu'un Jonah Lomu, qui est peut-être le joueur qui caractérise cette espèce de puissance venue des îles du Pacifique, ce sont des joueurs, quand ils sont en forme, on a du mal à les arrêter. Professionnalisation du rugby, un avantage, un désavantage ? Les deux. Les deux, un avantage parce que ça a permis au rugby d'aller chercher, je dirais, une expansion qu'on ne pouvait pas forcément percevoir. Ça a été un débat assez houleux, ce passage au professionnalisme. Beaucoup de dirigeants en France étaient contre. Les nations du Sud étaient pour. L'Angleterre a été contre aussi pendant de nombreuses années. Et puis finalement, la bascule s'est opérée. Donc, pour toutes ces raisons, c'était bien parce qu'on a pu du coup développer ce sport, médiatiquement le rendre plus présent sur l'échiquier des sports qui marchent et qui comptent dans le paysage mondial du sport. Les clubs se sont structurés, il y a eu l'arrivée des télévisions, etc. Donc pour tout ça, ça a été quelque chose d'intéressant. Après, au titre des choses qui, à mon avis, sont un peu... pas regrettable, mais qui laisse peut-être un peu de vague à l'âme, c'est on a perdu le rugby de clocher. Quelque part, on a perdu ces petites équipes, mais qui étaient des véritables places fortes du rugby. Lavoult, Quillan, enfin, il y en a Carcassonne, qui est encore en Pro D2 malgré tout. Mais enfin, voilà, ces clubs sont en train un peu d'exister de manière plus discrète dans l'histoire du rugby français. Bagnères de Bigorre, enfin, il y en a beaucoup, Lourdes. Et ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, je dirais qu'on a... Et ça, c'est
positif à la fois et aussi négatif. On a ouvert du coup les vannes pour faire venir des joueurs avec des cultures différentes qui nous ont enrichis, c'est vrai. Les anglo-saxons, les néo-zélandais, les sud-africains, les australiens qui sont extrêmement nombreux dans le championnat de France, puisqu'il y en a même maintenant qui jouent pour l'équipe de France. Ça a fait débat dernièrement. Donc on a amené des techniques d'entraînement, un fonctionnement différent, ce qui pour beaucoup de choses a été positif, mais on a perdu aussi notre identité et notre culture franco-française. Et puis on a perdu aussi des jeunes qui ne fassent pas que du rugby, qui est une option à côté, et aujourd'hui on leur fait faire que du rugby à ces jeunes-là. Ça c'est un vrai problème. Donc ça c'est un souci aussi. C'est un vrai problème. La professionnalisation du rugby a amené finalement un centrage de la formation uniquement sur la pratique de ce sport via des centres de formation qui forment d'excellents joueurs de rugby, mais qui les cloisonnent dans un univers un peu trop ovale à mon goût. Je vous ai annoncé en début d'émission qu'on allait recevoir un deuxième invité qui s'occupe beaucoup des jeunes aussi. Je pense que vous allez pouvoir partager à leur sujet. Je voudrais que Tristan de Groulard nous rejoigne en plateau sur le canapé rouge de VIP. Tristan, bonjour. Thomas Lombard. Bonjour Thomas. Rugbyman de son état. Bonjour Emmanuel. Tristan, bonjour. Alors Tristan, beaucoup de choses. Scénariste, qu'est-ce qu'on va dire un directeur artistique de comédie musicale. Voilà, producteur, concepteur et puis j'espère aussi un petit peu éducateur et encadrant auprès des jeunes. Alors, avant qu'on parle de ce qui vous caractérise, et vous allez voir que ça va être absolument passionnant, et je suis sûre que ça va vous intéresser, Thomas Lombard, je voudrais juste savoir ce que vous avez retenu de cette première partie d'émission. Je me doute qu'il y a eu pas mal de ponts pour vous entre votre activité et ce qu'a pu dire Thomas Lombard du rugby. Est-ce qu'il y a une phrase ou une idée de Thomas qui vous a particulièrement interpellé ? Déjà, tu m'as mis la pression, je te dis direct, tu parles super bien, tu as tous les beaux adjectifs comme il faut, bon moment, le bon mot, le bon verbe. Donc, belle éducation et belle élocution. Non, je dirais pas ça. En tout cas, grosse pression. Oh non, pas trop mal au rugby, ça va. On arrive à discuter avec les rugbyman, je suis d'accord. Donc, déjà super. Non, moi, ce que j'ai retenu, c'est le mot équipe, qui fait résonance chez moi sur troupe. Et ensuite qui bifurque sur autre chose qui est famille. Et moi aussi, ce que j'aime quand les jeunes nous disent on est une famille après avoir voulu créer la troupe, c'est le résultat, c'est cette même volonté. Et je trouve que forcément une famille qui travaille dans le même sens peut déplacer des équipes, des montagnes et nous faire lever une salle et se faire ovationner sur scène. Alors, il faut savoir que Tristan est un grand sportif et notamment, il est très très bon en grand écart, figurez-vous, d'une souplesse hallucinante. Tout à fait. La démonstration. Je ne voudrais pas abîmer ce super mobilier. Non, d'une souplesse hallucinante puisque on peut travailler pour Cyril Hanouna. Ah oui. On peut travailler pour Cyril Hanouna et on peut travailler pour Don Bosco en même temps. Il n'y a aucune antinomie. Il va falloir un peu expliquer ça parce que Cyril Hanouna, c'est juste la méga star de la télé en ce moment. Celui qui carbure, il ne doit pas dormir beaucoup, le garçon. Non, mais il est surtout plein d'énergie, plein d'intelligence. Il est sur Europe 1, il est sur D8, il a le bon concept au bon moment, il fait quelque chose qui marche, qui fait de l'audience. Et donc, on peut travailler pour lui et pour Don Bosco, alors. Enfin, c'est quoi cette histoire? Comment ça marche? En fait, j'ai une petite carrière dans le monde de l'audiovisuel, pas devant la caméra, mais derrière, et même derrière son ordinateur, et pour écrire et essayer de pondre des idées. Sachant que madame était productrice il y a encore peu de temps de l'émission de Cyril Hanouna, donc ça se passe en couple. C'est vrai, donc ma femme est productrice de Touche pas mon poste, et c'est grâce à Cyril Hanouna que j'ai rencontré ma femme. Donc Cyril, je te remercie encore, et j'embrasse ma femme aussi, que j'aime énormément. Donc voilà, et donc j'ai été scénariste et auteur pour la télévision, et avec Cyril, on travaillait, on réfléchissait à des concepts d'émissions avec lui, ou même à l'époque d'une émission qui était un petit peu décalée, qui s'appelait le Morning Live. Oui. Et donc lui avait pris la suite de Michael Youn, et donc on avait travaillé et collaboré ensemble à cette époque. Et après, on a fait... la vie fait que parfois... lui, il a un peu moins besoin d'auteur, donc je suis allé voir ailleurs. Et puis, lui, il a fait son chemin. Et moi, j'ai fait une autre rencontre, d'autres très, très belles rencontres. Et depuis... Il faut la raconter, cette rencontre, parce que comment on vient chercher quelqu'un, catho-pratiquant, clairement, mais qui l'affiche pas forcément,
qu'il ne revendique pas, qu'il n'étale pas Non. Et puis même, alors, on peut même dire qu'à l'époque, l'Église, voilà, était plus trop ma tasse de thé. En ayant été élevé de manière catholique au départ. Oui, assez traditionnel, avec une obligation d'aller à la messe tous les dimanches. Et c'est ce mot obligation qui aujourd'hui, enfin en tout cas à l'époque me dérangeait. Aujourd'hui, bon, d'y aller pour essayer de stimuler des choses, je suis plutôt pour. Mais voilà, mais quand je préfère que ça soit dans l'envie plutôt que dans l'obligation d'y aller. Et toujours est-il, donc le prêtre qui m'a préparé, maintenant qui nous a mariés, donc le père Hugues Minguet, nous a fait part à la congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve, non pas Saint-Thomas d'Aquin, mais Saint-Thomas de Villeneuve, de mon activité auprès des entreprises, parce que je proposais aussi des ateliers de théâtre ou de choses comme ça pour essayer de stimuler, créer de la cohésion dans les services. Et donc, lorsque les sœurs ont dit qu'elles avaient besoin de quelqu'un pour essayer de rendre ludique une rencontre qu'elles avaient avec leur responsable de leur établissement de santé, il a pensé à moi et je les ai rencontrées. Et ensuite, quand on a travaillé, on a collaboré ensemble, elles étaient toutes rigolotes, mes petites chéries, ce que j'appelle mes petites chéries, parce que vraiment, les sœurs Saint-Thomas de Villeneuve, c'est vraiment un gros coup de cœur que j'ai eu pour elles. Il faut savoir que Cyril Hanouna appelle mes chéries tout le monde. Hein, oui, il dit mes petites beautés aussi. Mes petites beautés aussi. Mes petites beautés, Emmanuel, d'ailleurs très en beauté, Emmanuel. Et donc, beau gosse, toi aussi. Ah non, mais c'est une émission beau gosse aujourd'hui. On sait faire ça sur KTO. Tout le monde est beau gosse. Là, beau gosse, tout le monde est beau gosse. Le tableau, le décor est beau gosse, tout beau gosse. Non, donc voilà, et les sœurs ont très rapidement, on a eu un bon feeling en fait entre les sœurs Saint-Thomas de Villeneuve et moi. Elles m'ont dit, pour notre jubilé du 350e anniversaire de notre père fondateur, on aimerait proposer quelque chose avec nos jeunes et on pensera à toi. Bon, j'aurais dit, bon, très bien, on verra. Et en effet, 3 ans plus tard, elles m'ont rappelé et elles m'ont dit, voilà ce qu'on aimerait faire pour le jubilé. C'est une comédie musicale, enfin non, un spectacle, un CD et un DVD. Et j'ai dit, mais quoi dedans? Ah bah, à toi de trouver. D'accord. Donc voilà, donc je ne savais pas trop comment avancer, puis je ne savais pas le côté un peu obscur des finances de ce type de congrégation. Moi, j'atterrissais, et voilà, et j'ai réussi à gagner leur confiance petit à petit, d'aller à leur rencontre, de faire de l'immersion, de partir en Afrique avec elles, dans leurs missions et tout ça, et ça m'a permis de créer de la connexion et de la cohésion avec elles. Et tout de suite, on a imaginé donc un projet de comédie musicale avec les jeunes de leur établissement scolaire. Voilà. Et alors, c'est très étonnant parce qu'aujourd'hui, donc, c'est un projet qui vit depuis quelques années maintenant, depuis 5 ans. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de retrouver des jeunes, enfin, de les faire se retrouver entre eux plutôt sur les périodes de vacances. Et en très peu de temps, moi, c'est ça surtout qui me surprend. Qu'il y ait des jeunes qui sont motivés pour chanter, danser, on le comprend bien. Pour passer du bon temps ensemble, on le comprend bien. Ce qui est très étonnant, ça doit ressembler à un camp d'entraînement de rugby, je pense. Thomas Lombard, il manque juste le ballon. C'est qu'en très peu de temps, vous arrivez à monter un spectacle qui est quand même assez pro. C'est très étonnant. Là, on va regarder quelques images d'un spectacle. Si vous voulez bien lancer ces images, s'il vous plaît, parce que c'est un homme de la télé. Hein, je vais en profiter. Tout de suite, quelques extraits de la Don Bosco Academy. Voilà. Je suis cette locomotive, chaque jour courageux, positif, pour un voyage en plein Paris. Qui vont me dire que je vais être entendue? Qui veut me dire que j'ai toutes les compétences? Qui encourage mes désirs? Qui veut me dire que tout n'est pas perdu? Moi, c'est une pote qui m'a dit qu'ici on pouvait m'aider. Bien sûr, ma chérie, qu'on peut t'aider ici. Et puis toi aussi, moi, c'est Lina, et bienvenue au Val de Cauque. Ce quartier, c'est de la bombe. Ici, au Val de Cauque, on vit une drôle d'époque. Ça t'amuse de salir mon nom. Pourquoi on est disqualifié d'office? Vous n'avez pas voulu qu'on joue le match. On est encore victime d'une injustice. Some get stuck in your assist.
bravo les jeunes. C'est la Don Bosco Academy, c'était en octobre 2014, mais c'est un spectacle qu'on va pouvoir revoir Absolument. en octobre 2015, le 12 octobre. Bloquez vos dates. Où ça? Le 12 octobre, donc, du côté de Lille, au théâtre Sébastopol. Qui n'est pas le petit théâtre. Hein. Non, c'est un très beau théâtre, c'est le plus beau théâtre dans lequel on a joué, on va jouer même. Ensuite, le 17 octobre, c'est du côté de Bruxelles. Le 31 octobre, du côté de Lourdes. Tu parlais de Lourdes tout à l'heure. Ensuite, il y a le 12 novembre à Lyon, le 16 novembre à Grenoble. Peut-être une petite tournée qui va s'organiser dans la région Rhône-Alpes avec toujours les mêmes jeunes de la région Rhône-Alpes. Et ensuite, normalement, il y aura des nouvelles aventures aussi, mais je n'ai pas les dates précises. Mais ça, c'est des extraits de notre deuxième spectacle et donc de ma collaboration avec les Salésiens de Don Bosco. Qui fête le bicentenaire de Don Bosco cette année, qui est donc ce religieux italien, je ne sais pas si vous connaissez trop, Thomas Lombard, qui s'est occupé de beaucoup d'enfants, dont Dominique Savio, qui est le plus illustre d'entre eux, mais pas que. Oui, alors des saints de sa descendance ou de sa congrégation, il y en a plusieurs. Mais d'ailleurs, tu parlais de ton père qui, donc, à un moment donné, par rapport à l'Église, était un petit peu rebelle, on va dire. C'est ce qu'a été Don Bosco aussi. C'est lorsqu'il a voulu s'occuper des enfants, Don Bosco, c'est pas ce qu'avait prévu l'évêque pour lui. Donc il a été muté à Rome pour quitter Turin et quitter ses jeunes. Mais bon, voilà, lui, il n'a pas quitté les ordres, mais donc il était un petit peu rebelle et décalé. Et il a bien fait de s'accrocher et de continuer d'avoir ce côté rebelle, puisque ça a permis aujourd'hui d'être, je crois, la deuxième congrégation la plus grande du monde. Et puis de faire évoluer les choses. C'est ça qui est important. Je crois que c'est l'obstination parfois de certaines personnes qui en souffrent d'ailleurs, parce que c'est des périodes difficiles de se faire ostraciser comme quelque part. Hein, et à l'arrivée, voilà, on peut rebondir et écrire une partie de l'histoire. Et c'est ça finalement qui reste et qui marque les gens. Et voilà, le sport, la vie est faite de grands hommes comme ça qui ont pris des risques, aussi, qui ont tenu des engagements et finalement qui sont arrivés à faire des choses formidables. Mais ce que vous faites aussi, que ce soit dans le rugby ou dans la comédie musicale, donc dans l'artistique, il y a une éducation du jeune qui passe par des valeurs assez communes finalement, de la transmission et surtout de la confiance dans le jeune. C'est assez caractéristique. Enfin, je sais pas, Thomas... dans ce que j'entends dans la manière avec laquelle se déroulent ces camps, si j'ai bien compris, c'est déjà, il faut apprendre à se connaître. Se connaître, c'est s'accepter, se respecter, et puis après, on peut essayer de décider et de comprendre ce qu'on peut faire ensemble en utilisant les qualités des uns et des autres. Le rugby, c'est aussi parfois l'identification des talents. Hein. Vous avez un joueur ou un garçon qui arrive, il a un beau gabarit, et puis vous lui dites, bah, tiens, toi, tu rentres dans telle case, et puis tu vas faire ça. Mais finalement, est-ce qu'il a envie de le faire? Est-ce que ça lui correspond vraiment? Donc voilà, il y a une autre démarche que celle simplement de dire, bon, bah, toi, voilà, tu me sembles fait pour ça, tu vas le faire. Il faut creuser un peu. Et là, dès lors qu'on touche l'humain, qu'on arrive à toucher les sensibilités des gens, on les fait se dévoiler et on arrive à en tirer le maximum. Nous, on a cet exemple-là dans le rugby avec les joueurs dont je parlais tout à l'heure, les joueurs venus du Pacifique. Ils sont des joueurs pour qui, d'ailleurs, la religion est extrêmement importante. Ils prient avant les matchs, ils prient après les matchs. Ce sont des religieux très pratiquants et ils s'inspirent beaucoup de Dieu pour leur donner la force, la croyance, l'énergie. Et ces gens-là, voilà, quand ils arrivent à Paris, ils quittent des petites îles, finalement, dans lesquelles ils vivent, et ils sont un peu déboussolés. Et il faut arriver à les accepter avec des rythmes de vie qui sont radicalement différents des nôtres. Oui, il y a des anecdotes absolument savoureuses qu'on n'a pas le temps de raconter là, mais c'est vraiment savoureux dans le livre. Ouais. Et voilà, je trouve que ce process de découverte des individus... Et d'intégration de l'autre avec sa richesse. Absolument. Alors, c'est pas unilatéral comme démarche. Il faut évidemment que tout le monde fasse des efforts pour se connaître. Mais c'est ça qui marque les hommes. C'est de se dire, tiens, ce gars-là, on l'a vu arriver, il ne connaissait pas... grand-chose de Paris, et puis aujourd'hui il est bien, et peut-être qu'il va y rester, et puis quelle progression dans l'équipe, quelle progression dans la vie, c'est l'enrichissement personnel que tout le monde pourra tirer de ça, et c'est ça l'aventure humaine du sport ou de ce genre d'initiative. C'est ça, moi ce qui m'épate toujours, et là on les a vus dans les extraits, c'est de voir où est le jeune est arrivé et d'où il vient. Et on va regarder l'entraînement, parce que c'est hyper sportif. Je ne sais pas si c'est hyper sportif, mais moi, on fait du bien-être. On fait du bien-être, on essaye. Ah ouais, et puis on vous voit, engagement, c'est pas le petit mot. On regarde un extrait de ce qui se passe en préparation en fait, avant de voir le résultat final. Les sessions de camp d'été.
reprécisera le site internet en fin d'émission parce que sinon je reçois des tonnes de courriers, moi. Vous allez avoir un nombre d'inscriptions qui va tripler. Hein. Ce serait génial, ce serait fantastique. 12 ans, 20 ans, vous allez y envoyer vos enfants, là, Thomas? J'ai de plus en plus envie d'y envoyer mes enfants. Non, mais avec plaisir. Alors, parce que, et d'autant qu'en plus, vraiment, dans ce type de camp, on accueille tous les jeunes. Voilà. Tu es jeune, qui que tu sois d'une religion différente ou issu des banlieues ou des cités ou des villes. Pas forcément des jeunes qui savent chanter et danser, il faut quand même le préciser, parce que là, on voit des jeunes qui ont plein de talent, mais il y en a qui absolument. arrivent. Nous, le seul talent dont on a besoin au Comédie Musicante, c'est d'être motivé. Ah. Nous, on croit au potentiel de tous. On pense que chaque jeune a un potentiel et il pourra l'exprimer sur scène. Et là, d'ailleurs, on vient de voir des images qui ont été tournées par un jeune qui a pris une caméra pendant 15 jours et c'est lui qui a fait le montage derrière. Et je trouve que le résultat est vraiment top. Et en plus, je sais que ça l'a aidé pour trouver du travail dans une boîte de production. Donc ça, c'est fantastique pour lui et pour nous d'avoir toujours des valeurs ajoutées, pas forcément artistiques. Et ce qui est important aussi, je crois que tu l'as dit tout à l'heure aussi, Thomas, c'est ce côté que moi, c'est ce que j'aime bien de leur dire, la star, c'est pas toi, le jeune. La star, c'est le projet. C'est-à-dire que c'est la troupe, le projet. Toujours au service de la troupe. Et parfois, bien évidemment, on a des jeunes qui disent « Ouais, mais attends, ça fait 2 jours que je suis là, j'ai pas chanté, j'ai un seul solo. » Je dis « Mais attends, c'est qui la star? C'est toi ou c'est le projet? T'es au service de qui? » Ça, c'est difficile pour un jeune de l'entendre. C'est des ados, donc il faut quand même masser sur leur nombril. Donc il faut les sortir un petit peu. On se construit, on pense à son avenir, on pense un petit peu qu'à soi, mais c'est pas grave. C'est un peu comme au rugby, parce que le projet, c'est de gagner le match, hein, indépendamment des... C'est exactement la même chose que dans le rugby. Des performances individuelles, on va dire. C'est aussi le problème de l'entreprise, par certains moments, où la reconnaissance, elle est souvent portée sur les mêmes personnes, alors qu'il y a toute une chaîne de compétences qui sont mises derrière et dont on ne parle jamais. Et c'est pour ça que l'éducation du rugby, elle est faite sur... et alors, ça devient un peu lancinant, parfois, je veux bien l'entendre pour certaines personnes, quand on va interroger un joueur, et qu'on dit, alors vous avez marqué 3 essais aujourd'hui, et de manière systématique, il va dire, oui, mais c'est le travail de l'équipe, mais c'est la réalité. Il y a ceux qui ont gagné les ballons, et Dieu sait si c'est dur de les gagner les ballons. Puis il y a ceux qui ont pu les jouer, qui ont pu marquer les buts. Question Thomas, parce que là on voit, on a, je ne sais pas comment vous définissez, directeur artistique, un coach, un entraîneur entraînant. Ici, c'est vrai que dans le rugby, des noms de rugbyman français, alors je ne m'y intéresse pas spécifiquement, mais on n'en connaît pas tant que ça en fait, des gens qu'on repère. Enfin, il y a eu Chabal, il y en a quelques noms qu'on peut citer. Je ne sais pas, vous avez envie de citer qui, vous, Tristan? Moi, Michel Patulacci. Je ne connais pas. Voilà. Non, mais c'est symptomatique. Ouais. Justement, c'est qu'aujourd'hui, le rugby fonctionne, mais qu'on a peut-être un déficit d'image. On n'arrive pas à sortir. Ah oui, bon, quand on connaît un peu Thierry Dussautoir, Frédéric Michel, Christophe Dominici, Jean-Pierre Rive, Serge Blanco, dans des époques un peu plus anciennes. Lointain, mais Sébastien Chabal, on a très vite fait le tour. Alors, c'est assez curieux d'ailleurs qu'il n'y ait pas davantage de marques aujourd'hui qui se servent de l'image de ce sport pour communiquer. Laporte aussi a fait pas mal de pubs. Bien sûr, on va pas mais c'est ce qui met en avant, peut-être c'est ça que vous vouliez dire, Emmanuel, le côté équipe. Et en fait, c'est plus l'équipe qui est star ou une génération qui est star. Alors, moi, je suis plus mesuré là, sur ce point-là. Je pense que le rugby a besoin de locomotives et qu'à un moment ou à un autre, on aura besoin d'avoir des joueurs qui occupent la scène médiatique de manière beaucoup plus significative qu'aujourd'hui. Sur un calendrier des dieux du stade, le grand truc de Max Guazzini, dont monsieur a fait la première de couverture, il faut quand même le savoir. C'est arrivé. Voilà, c'est arrivé. C'est collector aujourd'hui, il faut les retrouver. Don Bosco, c'est pas rien de s'immerger dans l'univers de Don Bosco en termes de transmission. S'il y en a un qui a su transmettre et sa foi et son énergie et sa croyance dans les jeunes, c'est bien lui. Et qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie, Tristan? Moi, Don Bosco, il a tout changé, il m'a éclairé énormément. Moi, vous êtes allé sur ses pas en Italie, en plus. Oui, voilà. Encore une fois, j'aime bien aller en immersion lorsque je m'intègre dans un nouveau projet. Comme au rugby. Voilà, donc je suis allé en Italie plusieurs fois, au Becchi, là où il est né, à côté de Turin. Ensuite, j'ai passé quelques jours au Val d'Occo, qui est donc une association qui aide les jeunes des banlieues. Donc ça, c'est du côté de Lyon. Après, j'ai fait le tour de certains établissements scolaires et j'ai aussi passé du temps avec des Salésiens et Salésiennes, donc des religieux et religieuses de Don Bosco. Ça permet de comprendre la pédagogie et de voir Don Bosco. J'ai lu aussi beaucoup de choses et voilà, il est hyper émouvant de toute façon du fait que ce qu'il dit, un de ses credos, c'est l'amorevolezza, c'est presque intraduisible, c'est un nom italien qui veut dire la bonté extrême, l'amour tout puissant. Quand on comprend ça, on se dit ah oui d'accord, voilà, être l'ange gardien des jeunes. Moi, ça aussi c'est plutôt Saint Jean-Baptiste Lassalle, mais cette volonté d'être ange gardien des jeunes, c'est quelque chose que j'ai découvert au contact des Salésiens et Salésiennes de Don Bosco et je trouve ça magique, sa pédagogie. Et ce qu'on peut souvent dire, c'est au lieu de râler parce qu'un jeune ne va pas là où tu veux qu'il aille, regarde s'il n'a pas un caillou dans sa chaussure qui l'empêche de marcher.
Et pour moi, ça résume tout. Alors, c'est pas lui qui l'a dit ça, c'est Jean-Marie Petitclerc, mais voilà. C'est un grand éducateur. Mais c'est vrai que de rentrer dans la tête, que ce soit d'un enfant ou d'un joueur, c'est finalement ce qui est le plus important, parce que dans sa tête et dans son cœur. Oui. C'est peut-être là qu'il faut aller chercher la victoire au début. Il faut toucher, il faut susciter l'émotion. Ce qui est parfois difficile, c'est que certaines personnes arrivent à l'exprimer facilement. On arrive à savoir si on a touché. Et il y a des fois où on touche, mais où on ne s'en rend pas compte. Donc il faut je pense, une part aussi de... je ne sais pas comment exprimer ça, mais Max Guazzini, dont on parlait tout à l'heure, avait cette espèce de génie, de sixième sens pour aller chercher le joueur qui allait correspondre parfaitement à l'ADN de son club, le joueur qui affectivement correspondrait à ce qu'il attendait, bien sûr, de l'idéal du joueur de rugby. Enfin, voilà, je pense que c'est des qualités aussi de management, et c'est la même chose. J'imagine que dans ce genre de projet, il faut avoir aussi une force pour attirer, pour être moteur dans un projet. Alors, moi, j'ai une question pour vous, Thomas, parce qu'on ne l'a pas encore posée, ni Tristan ni moi, mais il fallait bien qu'un des deux la pose. Avec un papa qui a été prêtre avant et qui est beaucoup dans la foi, qu'est-ce que vous en avez gardé, vous, de cette foi? Comment vous avez été éduqué par rapport à ça? Mais j'ai eu... mes deux parents sont issus de milieux où la religion était extrêmement présente. Mon père a eu cette fin un peu douloureuse. En tout cas, ça a été pour lui un échec et quelque chose qu'il a assez mal vécu. Mais il garde quand même une affection forte pour la religion et pour le christianisme, c'est évident. Et ma mère, elle aussi, a baigné dans la religion avec une éducation très pieuse où on allait beaucoup à la messe, etc. Et vous aussi ? Week-end. Et malheureusement, elle s'est séparée une première fois d'un mari. Et c'est vrai que ses parents étaient assez à cheval sur tous les principes de l'Église et qu'à l'époque, on ne pouvait pas se remarier ni avoir d'enfants. Oui, c'était sévère. C'était sévère. Et donc, j'ai été exclu de manière assez dure de la famille de ma mère. Non seulement c'est le fils d'un ancien prêtre, mais en plus, c'est le fils d'une femme qui s'est mariée une deuxième fois. Donc, j'ai eu pas mal de difficultés à comprendre les vraies raisons de cette exclusion. Je ne pouvais pas faire la connaissance de ces adolescents qui étaient mes cousins. J'étais interdit d'aller là-bas. Je disais, mais pourquoi ? Enfin, qu'on m'explique, quoi. Et c'est vrai que les explications qu'on m'a données ne m'ont pas forcément convaincu. Donc voilà, donc j'ai toujours été assez... eu un rapport un peu ambigu vis-à-vis de tout ça. Et de la foi aussi, donc ? Absolument. Mais vous croyez en Dieu ou pas ? Je me pose encore la question. Et vous savez quoi ? Il faut aller faire un music camp. Ouais, je pense qu'il cherche un entraîneur sportif. Bon, alors avec grand plaisir, mais alors, nous, au Comedy Music Camp, Vous témoignez ou pas de la foi? En fait, je fais des allusions, c'est-à-dire je raconte pourquoi à tel moment dans le spectacle on parle de ça, pourquoi, qui a guidé, on propose d'aller à la messe le dimanche, ou on propose des temps de prière, mais on n'oblige pas. Moi, j'aime bien dire que je fais un peu d'évangélisation souterraine. Voilà, c'est-à-dire que moi, je mets les valeurs catholiques par-dessous. C'est par capillarité que ça se fait ou pas? Ou pas, voilà. J'ai du mal, moi je n'y arrive pas, mais il y en a qui le font très très bien, à faire un peu de prosélytisme et même de la louange. Mes chants ou mes chansons ne sont pas de la louange. Voilà. Moi je témoigne plutôt des valeurs de la pédagogie salésienne, par exemple, où je communique sur aider le jeune et tout ça, mais tout ça, bien évidemment pour Don Bosco, était guidé par les songes qu'il a fait quand il était petit et par donc ce que lui a témoigné le Christ et ce qu'il a voulu avec lui. Voilà, et aussi parce que aujourd'hui chez les jeunes, et en tout cas chez les jeunes catholiques, je pensais que ça avait disparu, mais c'est parce qu'à mon époque, je ressentais la même chose. On a encore un peu honte de dire qu'on est pratiquant et croyant. Ah, vous trouvez, vous? Moi, je trouve que les jeunes, ils se sont sacrément libérés. Moi, je vous promets que quand je fais le tour des établissements scolaires, il y en a un ou deux qui lèvent la main. S'il y en a 2, 3 qui lèvent la main, c'est bon, tout le monde me lève la main, mais on a du mal. Mais c'est normal, on affirme quelque chose. Et pour un jeune, c'est difficile d'affirmer ces jeux. Bien évidemment. Alors, mais quand vous êtes dans une ville très catho comme Lyon ou comme Nantes, je pense que c'est plus simple. Allez dans le sud-est de la France. Moi, j'habite à Versailles, je peux vous dire que c'est le process inverse. Mais quand vous ne levez pas la main, alors là... Non, mais t'as raison. Mais en revanche, dans le sud-est, c'est très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. On est dans une autre dimension, dans une autre éducation vis-à-vis de la foi. Je vais vous voler 30 secondes à tous les deux, mais on n'arrête pas de parler des Salésiens. Et moi, j'ai été éduquée par des Salésiennes dans une école incroyable à Troyes qui s'appelle l'Externat Sainte-Marie, qui existe toujours. Et j'allais même en colo avec ses sœurs. Et je garde un souvenir de cette éducation salésienne, mais d'une joie. C'est ce mot qui me revient, je vous écoute depuis tout à l'heure, et je vous écoute aussi, et je vois entre vous deux, il y a 4 lettres, c'est le mot joie. Je ne sais pas si c'est un mot qui vous parle ou pas.
ce mot de joie. Bah si, la gioia, c'est ce que disait aussi Don Bosco, c'est d'éduquer le jeune dans la joie aussi. Voilà, donc, vous savez que vous marquez les jeunes pour très longtemps. Moi, cette empreinte de joie, elle est à vie. Hein. Elle est à vie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous faites. Ça, j'avoue que non pour l'instant, mais moi je me dis toujours, non, je me dis toujours que voilà, on apporte un outil, nous, avec la comédie musicale, un outil et l'aventure vécue, parce que c'est la session qui est intéressante à vivre, même si le show est une finalité. Mais après, voilà, cet outil, j'espère que l'adolescent va le garder le plus longtemps avec lui pour s'en servir. Et après, s'il le pose, après, bon, bah, c'est un choix qui est fait. Nous, on n'impose rien. C'est pour le sport, je pense, l'une des clés. Enfin, pour moi, la joie, c'est le plaisir. Et autant le sport professionnel, le rugby, par définition, c'est extrêmement difficile. On s'entraîne beaucoup, on passe énormément de temps ensemble, loin de sa famille, en déplacement. Et voilà, et l'idée, c'est d'aller trouver de la joie à un moment, mais pas forcément au travers de la victoire, mais la joie, voilà, d'être ensemble, de se dire que on se rencontre, qu'on apprend les uns des autres, qu'on est fort ensemble dans la victoire comme dans la défaite, je le disais, et voilà, de profiter de ces moments parce que déjà ça passe très vite, et puis parce que je pense qu'être heureux aujourd'hui, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais c'est peut-être différent. Il y a beaucoup de gens qui sont tristes, être heureux, il y a beaucoup de gens qui ne aujourd'hui. sourient pas. Ouais. Et voilà, quand on a la chance de pouvoir être heureux, s'assumer, aimer ce qu'on fait, vivre avec des autres dans un environnement qui est sain, il faut que ça ressorte. Oui, non, et puis la joie qui rejoint aussi l'amusement, ce que faisait Don Bosco par exemple, et ce que j'essaye de faire aussi, et ce que font les Salésiens et les Salésiennes, peut-être ce que vous avez vécu, c'est d'abord on s'amuse. C'est voilà, pour créer la relation, Don Bosco jouait avec ses jeunes. Et après, il pouvait leur faire classe, leur faire cours, les emmener à l'église. Chez eux, c'est d'abord on boit, et là, on s'amuse. Non, mais là... Voilà. J'ai lu votre livre, Thomas Lombard. Alors nous, on ne boit pas, il n'y a pas d'alcool sur les corps d'été, j'espère que ça ne viendra jamais. À consommer avec modération, évidemment. Notre émission se termine, c'est bien dommage. Je serais bien resté dans ce petit salon, continuer de discuter avec vous. Mais ils sont à vendre les canapés? Ils ne sont pas à vendre les canapés, on les garde précieusement. Mais il va falloir qu'on le relâche. Il a un petit peu une Coupe du Monde à commenter, mine de rien. Ça commence. Eh bien, vous savez quoi? Je vous souhaite d'abord un bon succès pour votre livre. Merci on n'en a beaucoup. pas dit le quart du tiers de la moitié. Hein. Franchement, c'est un livre que... Vous voulez? Ah bah, avec plaisir. Je vous l'offre. Ah bah ouais. Tenez, parce qu'il faut que ça se transmette. Je peux le dire. Avec grand plaisir. Ouais, bravo. Non, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dites et qui sont très intéressantes dedans. Bravo à Thomas d'avoir rebondi après le coup de l'arrêt de carrière un peu. Oui, problème cardiaque. Oui, on redit mon site internet. Le site internet, si on veut s'inscrire au prochain camp, c'est quand même important. Voilà, c'est possible déjà de se préinscrire pour l'été 2016. Donc www.comédiemusicamp.com. Ce sera Don Bosco aussi ou ce sera autre chose? Ce sera probablement une autre histoire. Ah ouais. Mais il y aura peut-être des régions où il y aura Don Bosco. Nous, on préempte nos places pour nos enfants respectifs. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, battez-vous. Merci Thomas Lombard. Merci Bonne beaucoup. Coupe du Monde à vous. Merci bien. Et merci beaucoup. Merci Emmanuel. Merci à très bientôt Tristan. Au revoir.